Les assises des finances publiques, c'était hier, ouvert par Bruno Le Maire, des concertations avec cet objectif donc de refroidir, ce sont les termes de Bercy, la dépense publique en France. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Des concertations, c'est pas la première fois, des rapports pour faire des économies. Je pense qu'il y en a des armoires qui regorgent de piles poussiéreuses et ça reste le plus souvent d'ailleurs lettre morte, in fine. Beaucoup de gouvernements ont promis, la main sur le cœur, de passer au peigne fin les dépenses publiques. Est-ce que tout ça ne sent pas un peu le réchauffer quand même? Sentiment de déjà vu. Mais c'est déjà vu. C'est le retour à la normale pré-2020, hein, clairement. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans une très très longue tradition. J'ai même noté, parce que c'est mignon, rationalisation des choix budgétaires. Vous savez quand c'est ? 1970, c'est Georges Pompidou, ou plutôt Jacques Chaban-Delbas, qui importe une technique qui vient des États-Unis pour maîtriser ligne à ligne le budget. 2001, LOLF, loi d'orientation sur les lois de finances, qui vise à contrôler de manière beaucoup plus précise les dépenses une par une et pour pouvoir redonner au Parlement le pouvoir de contrôler le budget après tout. C'est pour ça qu'on a fait le Parlement. C'est Lionel Jospin qui est aux commandes comme Premier ministre. 2007, RGPP. Voilà, on arrive à votre époque, visiblement, oui. David. Revue générale des politiques publiques lancée. Révision générale, ou revue, d'ailleurs, je sais pas si c'est revue, révision. Lancée à grands coups en tapant très fort sur les tambours par Nicolas Sarkozy, qui évidemment savait très bien taper sur les tambours. 2012, la nous MAP. arrivons avec François Hollande, la MAP, la modernisation de l'action publique. On va faire ça très très bien. 2017, arrive un certain Emmanuel Macron et il lance Cap 22. Voilà, et maintenant, 22 c'est passé, et donc nous sommes en 2023. Le gouvernement lance la RDP, enfin ça ne s'appelle pas encore comme ça, mais ça s'appellera bientôt comme ça, la revue des dépenses publiques, c'est-à-dire que chaque année, on va regarder toutes les dépenses pour voir celles qui sont vraiment... Et tout ça va coucher, pardon, je vous coupe, tout ça va coucher d'une souris comme à chaque fois? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Je ne vois pas dans la mécanique qui est mise en place aujourd'hui, la mécanique institutionnelle, la mécanique de concertation, d'échange, de préparation, que ça soit du côté de l'administration, du Parlement, des partenaires sociaux, qui permettrait que ça soit différent cette fois-ci, des fois précédentes. Ouais, d'autant qu'on a des tonnes de rapports, encore une fois, je l'ai dit, qui disent en gros à peu près ce qu'il faudrait faire. Après, ce qu'il faut, c'est une volonté politique pour arbitrer et trancher. Ce qu'il faut d'abord, c'est faire des choix. Et quand, en France, on a tenté, on réduit depuis des années la dépense publique, ce qui n'empêche pas d'atteindre des sommets, et comme on ne fait pas de choix, on le fait au rabot. On donne un coup de rabot surtout. Alors le coup de rabot, ça présente l'avantage que ça ne fait pas de catastrophe intergalactique, mais ça affaiblit à chaque fois un peu un service, autant qu'un autre, puisque le rabot, on le donne un peu partout, parce qu'on refuse de faire des choix. Faire des choix, ça voudrait dire s'organiser complètement différemment. Quand on regarde ce qu'ont fait les autres pays, faire des choix, ça peut être faire des choix dans les dépenses sociales, évidemment. En France, les dépenses sociales sont particulièrement élevées. Mais ça veut dire aussi s'organiser de manière totalement différente, de confier certaines activités à des agences. C'est ce qui a beaucoup été fait en Scandinavie, des agences qui s'occupent et de l'emploi et de faire la tâche pour laquelle elles ont été initiées. Et donc ça marche assez bien. Ça a aussi été fait au Canada de manière très, très efficace, mais ça suppose de toucher à l'action publique. Or, en France, l'action publique, ça n'est pas comme dans les autres pays. En France, l'histoire de la France, c'est constitué autour de l'État. C'est très différent en Allemagne, par exemple, c'est autour de la nation. Et donc, ça fait une réalité qui est très, très différente. Et quand vous touchez à la dépense publique, en France, en fait, vous touchez à l'identité nationale. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement difficile d'envisager, d'abaisser la dépense publique, puisque quand vous abaissez la dépense publique, vous abaissez l'identité nationale. C'est quelque chose d'insupportable. Donc, historiquement et culturellement, on se dit que si le futur ressemble au passé, il ne se passera pas grand-chose. Et puis après, il y a aussi l'idée que politiquement, conjoncturellement, après la crise des retraites, c'est encore plus explosif de chercher
pourquoi pas réduire les dépenses, notamment sociales. Évidemment, dans un tissu social qui est à vif, et on le sent bien, il y a eu la réforme des retraites, mais on a aussi eu, avant l'épidémie et la guerre en Ukraine, on a eu même l'épisode des Gilets jaunes. On sent bien qu'on a un tissu social qui est très à vif actuellement, donc réduire les dépenses sociales dans ce climat-là, c'est très compliqué. Et il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, qui est très compliqué à faire techniquement, qu'on pourrait faire, mais dans ce cas-là, on rentrerait dans Big Brother, c'est cibler les dépenses sur les gens qui en ont vraiment besoin. Évidemment, ça permettrait de réduire. C'est le rêve de Bercy. Bercy voudrait pouvoir donner de l'argent exactement à ceux qui en ont besoin et pas à celui d'à côté qui en profite. Mais c'est techniquement extrêmement difficile, sauf à installer une dictature où il y a une transparence totale de chacun et chacune. Et à ce moment-là, les pouvoirs publics peuvent donner de l'argent uniquement à celui qui en a besoin et pas à celui d'à côté. Après, on peut se dire que le gouvernement, sur ces questions-là, est un peu plus, en tout cas, au pied du mur, puisque il y a des règles budgétaires européennes qui vont revenir sur le devant de la scène de l'année prochaine. Il y a la remontée des taux d'intérêt qui pèsent de plus en plus lourdement sur la charge d'intérêt de la dette. Tout ça plaide aussi pour quand même faire des efforts. Oui, mais on a des proportions qui posent une même question. Donc là, on parle de 10 milliards d'efforts pour l'an prochain. Ça va être très dur. Ça rue déjà de partout dans les brancards, dans les collectivités locales, dans les associations sur l'apprentissage, puisque c'est l'un des secteurs visés. Et donc 10 milliards. 10 milliards, c'est ce que l'Allemagne a annoncé hier, je crois, pour aider Intel à construire une usine en Allemagne. Donc une usine, pas 10 000 usines, 10 milliards. Et si vous regardez effectivement la charge d'intérêt, la charge d'intérêt il y a 2 ans payée donc, par l'État français, cette charge elle était d'un peu plus de 30 milliards d'euros. Et là, finira à 70 milliards en 2027. 2021, 30 milliards. 2027, 70 milliards, ça fait plus 40 milliards à trouver en 6 ans, c'est absolument vertigineux. Et sur ces 10 milliards d'euros d'économies qui ont été identifiés, nous a dit Bercy, Bruno Le Maire hier, on sait où, lesquels? Vous parliez de quoi? De l'apprentissage, mais je crois que c'était prioritaire en France, l'apprentissage. Oui, c'est prioritaire, et c'est un beau succès, je pense, d'Emmanuel Macron, on peut le dire. Je pense que dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'une de ses vraies réussites, ça a été le lancement de l'apprentissage, mais ça a été fait à prix d'or. Et évidemment, c'est normal, c'est tout à fait légitime de se poser aujourd'hui la question, est-ce qu'on a besoin de tout cet argent? On sait qu'on a des centres, des CFA, des centres de formation des apprentis qui visiblement ne manquent pas d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas ajuster ça? C'est une question légitime, encore faut-il bien le faire, pour continuer à avancer sur cette mécanique d'apprentissage, qui est une mécanique qui coûte au début et qui doit rapporter ensuite, puisque vous avez des salariés qui sont mieux formés, qui s'intègrent mieux. Et donc, oui, clairement, il y a des ajustements à faire, mais ils vont être compliqués. Comment on arrive à 10 milliards? Moi, j'arrive pas, je ne les vois pas, ils sont les 10 milliards. On grappille de partout, voilà, on grappille de partout, mais ça, c'est une technique. C'est la technique budgétaire française classique. On ne fait pas de choix majeurs, on grappille partout, on essaie de récupérer 100 millions par-ci, 300 millions par-là. Augmentation de la taxe sur les véhicules de société, j'ai vu ça. Voilà, il y a aussi effectivement des choses à faire sur les arrêts maladie. Est-ce que vous n'avez jamais entendu, David, quelqu'un dire « puisque c'est comme ça, je me mets en arrêt maladie ». Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Voilà. Bon, ça n'est pas normal. C'est un abus. On s'appuie derrière la dépense publique pour régler des problèmes personnels. On a un accord collectif, parfois collectif d'ailleurs, qui n'est pas signé par les partenaires sociaux, mais un accord tacite entre l'entreprise et son employé pour régler ça par des congés maladie, comme on a réglé longtemps un certain nombre de problèmes par le fait de prendre des retraites anticipées. C'est le même genre de... payer aux frais de la princesse. Payer aux frais de la collectivité pour régler des problèmes personnels, individuels au sein de l'entreprise. C'est clairement ce qu'on a en ce moment avec les arrêts maladie. Alors évidemment, les médecins montent sur leurs grands chevaux en disant que jamais, au grand jamais, ils n'ont donné un arrêt maladie de cette nature. Quand vous discutez avec des médecins, en particulier, ils disent oui, c'est vrai, non, moi j'en fais pas, mais tel confrère, il a beaucoup de monde qui va le voir uniquement parce que il est très généreux sur les arrêts maladie. Donc oui, il y a des excès, il y a des abus. Enfin, on n'arrive pas à 10 milliards d'euros non plus. Moi j'ai vu on grappille de partout. On grappille, augmentation de la taxe sur les véhicules de société, augmentation de la taxe sur les billets d'avion. Alors ça, excusez-moi, mais ça c'est pas des réductions de dépenses. Alors je sais bien qu'on peut jouer. Vous avez raison. On peut jouer avec les jeux. Vous avez raison. On peut jouer avec les mots. Alors Bercy appelle ça une baisse de
dépense fiscale parce que c'est considéré comme tel. Mais techniquement, vous avez raison. Techniquement, on peut appeler ça comme on veut. La réalité, c'est que c'est des hausses d'impôts. Ouais, voilà. Alors, on peut dire que c'était tout à fait... que ça a pu être motivé à un moment donné d'accorder des allègements d'impôts à certaines professions et qu'on peut se poser la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le transport routier, les entreprises de travaux publics et les agriculteurs paieraient moins de taxes sur le gazole que les autres au moment où on est censé avancer dans une transition énergétique? Objectivement, il n'y a pas de raison de le faire aujourd'hui. Il y a pu y avoir des raisons à un moment donné, il n'y a plus de raison de le faire aujourd'hui. Mais évidemment, là, chaque fois que vous enlevez ça, vous avez des professions qui sont très bien organisées, qui disent c'est scandaleux, commencent par dire c'est scandaleux, ensuite il va falloir des mesures de compensation, et puis le troisième truc, c'est qu'il va falloir étaler ça sur 5, 6, 7 ans. C'est clairement ce vers quoi on va sur les mesures de suppression des avantages fiscaux consentis à certaines sur les économies pour les carburants. Ouais, sur les économies, Jean-Marc, donc sur ces 10 milliards d'euros, est-ce que le compte sera bon? Parce qu'il y avait une loi de programmation des finances publiques qui devait être dévoilée là, qui est maintenant reportée en septembre. Ou est-ce que ça reste toujours... On y arrivera avec des petites mesurettes comme ça On y arrivera comme toujours, au chausse-pied, en trouvant des trucs aussi dans des tiroirs, en donnant des coups de rabot qui vont faire hurler des gens de manière légitime, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits dans l'action publique où on est à l'os, et on va y arriver comme ça. On va y arriver en bricolant, une fois de plus, donc sans rien régler à moyen long terme sur la maîtrise des finances publiques. Quid, question, si on finit là-dessus, Jean-Marc, des collectivités locales. J'ai vu que l'Association des maires de France a boycotté ce rendez-vous en affirmant que le financement des collectivités n'ont aucune part, enfin les finances des collectivités n'ont aucune part à l'endettement massif de l'État. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? L'endettement massif de l'État, c'est vrai, mais si vous regardez les effectifs de la fonction publique depuis 20 ou 30 ans, vous voyez que l'État c'est plat, que la fonction publique hospitalière ça monte un petit peu, et puis que les collectivités locales c'est comme ça. Alors c'est vrai aussi que l'État s'est déchargé d'un certain nombre de fonctions sur les collectivités locales, mais là encore, quand vous discutez avec des élus locaux qui ne sont pas dans leur association ou qui ne sont pas en représentation publique, ils vous disent oui c'est vrai, un tel on l'a embauché parce que sinon il n'aurait pas trouvé de travail ailleurs. Et donc ça aboutit à des services publics qui sont inefficaces. L'absentéisme en France, l'endroit où il est le plus fort, c'est dans la fonction publique locale. Est-ce que c'est vraiment un pur hasard? Je crois que non. Non, techniquement, ce n'est pas les collectivités locales qui sont à l'origine de l'augmentation de la dette de l'État français. Mais il y a aussi beaucoup de travail de management, de gestion, d'économie, d'amélioration à faire dans les collectivités locales. Mais évidemment, c'est très désagréable d'en parler, surtout qu'on va avoir des élections municipales dans pas si longtemps que ça. Ouais, évidemment. Donc on se dit que oui ou non, c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte, malgré les annonces présidentielles égrenées ces dernières semaines de nouvelles dépenses. Et ces assises des finances publiques qui, pour l'instant, ne débouchent sur rien, si ce n'est sur une loi de programmation prévue pour septembre. Mais la vraie suite de l'histoire, David, on ne va pas maîtriser les dépenses publiques, on n'y arrive pas en France. Donc tout ça va se terminer, évidemment, par des hausses d'impôts. Par des hausses d'impôts? Oui. Ça finira par des hausses d'impôts? Que voulez-vous faire d'autre? En France, quand on baisse la dépense publique, on touche à l'identité nationale. On ne veut pas toucher à l'identité nationale. C'est moins pire collectivement, publiquement, par rapport au choix que fait la société française. Mais c'est contradictoire avec toute la politique menée par le président de la République depuis 2017. Vous ne vous souvenez pas d'un certain... On parlait de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, ça avait l'air d'évoquer quelques souvenirs chez vous. Nicolas Sarkozy, il a passé les 3 premières années de son mandat à dire « je n'ai pas été élu pour relever les impôts ». Et les 2 dernières années de son mandat, il les a relevés massivement. Il y avait eu la crise qui est l'une des explications. Mais là, on n'a pas eu de petite crise. Si. Excusez-moi. Bon, donc voilà. Voilà. Comme on ne maîtrise pas la dépense publique, on va fatalement, dans ce pays, augmenter à nouveau les impôts. Pour tout le monde ou de manière ciblée? On va essayer de cibler, évidemment. On va prendre des symboles, on va trouver des choses pour taxer les plus riches, mais le drame des plus riches, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. Si on veut récupérer assez de dizaines de milliards d'euros pour financer tout ce qu'il va falloir financer, il va falloir taxer bien plus que seulement les riches. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.